13 togues ensanglantées. C'est le nombre exact de souverains romains qui sont tombés, non pas sous le glaive d'un barbare, ni par le poison d'un service de renseignement extérieur, mais par les mains de ceux qui avaient juré de les défendre au prix de leur propre vie. Qui représente la plus grande menace? L'ennemi se tenant aux portes avec un bélier, ou le garde silencieux se tenant derrière vous avec une épée courte? L'histoire de la garde d'élite de Rome est la chronique de la façon dont le pouvoir absolu corrompt non seulement les dirigeants, mais aussi leurs serviteurs, transformant des chiens fidèles en loups qui dictent la volonté de l'Empire. Au terme de cette histoire, vous comprendrez la terrible constante. Pourquoi, précisément, ceux qui devaient sauver Rome sont devenus les principaux architectes de sa chute. Et quelle faille fatale dans le système de sécurité se répète même 2000 ans plus tard. Tout a commencé non pas par une trahison, mais par l'élitisme et la nécessité de survivre dans le chaos des guerres civiles. Déjà à l'époque de la République, les généraux comprenaient qu'au cœur de la bataille, la discipline ordinaire pouvait s'effondrer. Ils avaient besoin d'hommes personnellement dévoués, non pas à l'État, mais à une personne spécifique. La tente personnelle du commandant dans le camp de campagne s'appelait le prétoire. C'est de cet endroit, le saint des saints du camp militaire, que les guerriers qui veillaient sur le sommeil du général ont tiré leur nom, les prétoriens. Ce n'étaient pas de simples soldats, mais des vétérans triés sur le volet, dont la loyauté s'achetait par des trophées et des privilèges. Mais pour un temps, ils étaient démobilisés immédiatement après la fin de la campagne militaire. La situation changea radicalement en l'an 27 avant notre ère, lorsqu'Octave Auguste, le premier empereur de Rome, décida que son pouvoir devait être éternel. S'appuyant sur l'expérience des sanglantes guerres intestines, il comprenait qu'à Rome, pleine de républicains secrets et d'envieux, sa vie valait exactement le nombre de glaives qui la protégeaient. Auguste créa 9 cohortes de 500 ou 1000 hommes chacune, en faisant une unité permanente. L'historien antique Suétone écrivit qu'Auguste, en politicien astucieux, ne gardait jamais plus de 3 cohortes à Rome, même simultanément, afin de ne pas irriter le peuple par la vue d'une force armée. Les autres étaient cantonnés dans les faubourgs, telle une corde invisible, prête à se resserrer autour du cou de n'importe quel rebelle au premier signal. Mais le diable se cache dans les détails de l'entretien de cette armée. Un prétorien recevait une solde de 2500 deniers par an, ce qui était plus de 3 fois supérieur aux revenus d'un légionnaire ordinaire, pourrissant dans les fossés à la frontière avec les Germains. À cela s'ajoutait une durée de service réduite, 16 ans au lieu de 25, et des paiements colossaux au moment de la retraite. Auguste avait créé une cage dorée pour sa sécurité. Mais il n'avait pas pris en compte que les bêtes à l'intérieur de cette cage comprendraient rapidement qui détenait réellement les clés du garde-manger. Tant que l'empereur était fort, la garde restait un chien de garde enchaîné. Mais dès que l'emprise se relâchait, le chien commençait à lorgner la gorge de son maître. Le moment décisif qui transforma les gardes du corps en marionnettistes survint déjà sous le successeur d'Auguste, le sombre empereur Tibère. En l'an 23 de notre ère, l'ambitieux préfet de la garde, Lucius Aelius Sejanus, persuada l'empereur de rassembler les 9 cohortes en un seul lieu, prétendument pour un meilleur contrôle et une meilleure discipline. À la périphérie de Rome s'éleva une forteresse gigantesque qui devint le symbole de la toute-puissance de la garde, la Castra Praetoria. Les murs de ce camp, dont les vestiges sont visibles aujourd'hui, devinrent un État dans l'État. Désormais, l'empereur n'était pas simplement protégé, il était l'otage de sa propre garde, qui contrôlait physiquement l'accès à son corps et à son palais. Tacite, le plus grand historien de cette époque,
décrivait Séjanus comme un homme insatiable dans ses désirs, qui utilisa la garde pour éliminer ses concurrents politiques et même le propre fils de l'empereur. La concentration de toute la puissance militaire de Rome entre les mains d'un seul homme, à l'intérieur des murs de la ville, créa un déséquilibre des forces monstrueux. Les prétoriens prirent conscience de leur singularité. Ils étaient les seuls hommes armés en Italie, où le port d'armes par les légions était interdit par la loi. Cette conscience de la force les enivrait plus que le vin de Falerne. L'épée, censée défendre la loi, devint elle-même la loi. Et très vite, cette épée sera tirée du fourreau, non pour défendre l'empereur, mais pour en désigner un nouveau. Le silence dans les casernes de la Castra Praetoria était trompeur. Des conspirations y mûrissaient déjà, qui changeraient à jamais le visage du pouvoir romain. L'or pèse plus lourd que le fer, et c'est ce poids qui commença à faire pencher la balance de la loyauté, non pas en faveur du devoir, mais en faveur de la cupidité. Pour comprendre la mécanique de la trahison, il faut jeter un œil dans le portefeuille du prétorien, qui était plus rempli que le sac de marche de n'importe quel autre soldat de l'Empire. Alors que le légionnaire à la frontière se contentait d'une simple soupe et de sandales usées, le garde à Rome portait des armures ciselées et des casques à haute crête, dont le coût équivalait au revenu d'une famille paysanne pendant 10 ans. Ce luxe visuel n'était pas seulement une décoration, mais une démonstration de qui était la véritable élite, séparée du peuple par un mur d'arrogance et de privilèges. Les versements spéciaux, appelés donativum, étaient accordés à la garde en plus de la solde pour garantir la fidélité. Imaginez une valise de billets qu'un nouveau directeur remet à son service de sécurité le premier jour de travail, simplement pour qu'il ne lui tire pas une balle dans la nuque. Le donativum devint une drogue pour la garde. Chaque nouvel empereur devait payer toujours plus, transformant la succession au trône en une vente aux enchères. Mais même des montagnes d'argent ne pouvaient protéger un souverain qui avait perdu le contact avec la réalité. Le 24 janvier de l'an 41 de notre ère, l'histoire prit un tournant fatal, transformant les gardes en bourreaux. L'empereur Gaius, connu sous le nom de Caligula, avait déjà épuisé la patience de Rome par ses frasques insensées, mais son erreur fatale fut l'humiliation personnelle de ses protecteurs. Flavius Joseph décrit en détail comment Caligula se moquait du tribun des prétoriens, Cassius Chaerea, traitant le vétéran austère de femme et inventant des mots de passe obscènes pour la garde. L'offense d'un officier, dont l'honneur avait été bafoué par des railleries publiques, devint l'amorce de la bombe placée sous les fondations de la dynastie. Le lieu de l'action fut un étroit passage souterrain sur la colline du Palatin, où l'écho des pas résonne comme des coups de marteau. Ce couloir sombre, à l'abri du soleil et des regards, était appelé cryptoportique par les architectes. C'est là, dans la pénombre, que Chaerea et plusieurs conspirateurs guettèrent l'empereur, alors qu'il s'était séparé de ses gardes du corps germanique pour couper court. Le coup fut porté non pas en combat ouvert, mais sournoisement, comme le font les bandits de rue. Le premier coup d'épée trancha la clavicule et la mâchoire de l'empereur, et tandis qu'il se tordait par terre, hurlant de douleur et d'horreur, les autres l'achevèrent avec la fureur de boucher. 30 coups de poignard transformèrent le dieu vivant en un tas de chair ensanglantée, brisant à jamais le tabou de l'inviolabilité de la personne impériale. Suétone rapporte que certains coups furent même portés à l'aine, témoignant de la haine extrême des assassins. Le chaos s'empara instantanément du palais. La garde germanique, fidèle à l'empereur assassiné, commença un massacre désordonné, tuant tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Mais le mécanisme du coup d'État était déjà enclenché. Tandis que les sénateurs paniqués discutaient du rétablissement de la République, des prétoriens de base, fouillant le palais à la recherche de butin, tombèrent sur des pieds tremblants dépassant d'un lourd rideau. Écartant le tissu, ils découvrirent Claude,
l'oncle de Caligula assassiné, qui s'attendait à la mort. Mais au lieu d'un coup d'épée, il vit les têtes baissées des soldats. Les gardes comprirent instantanément. Sans empereur, ils deviendraient de simples chômeurs, mais avec leur propre souverain de poche, ils seraient les maîtres du monde. Ils soulevèrent le vieil homme terrifié et l'emmenèrent dans leur camp fortifié. Et dans cette procession, Claude ne ressemblait pas à un souverain, mais à un trophée précieux capturé par une bande de maraudeurs. La nuit passée dans le camp des prétoriens, après l'assassinat de Caligula, fut la nuit la plus chère de l'histoire de Rome. Tandis que les sénateurs, écumants de rage dans les temples, débattaient du rétablissement de la démocratie, le sort du monde se décidait dans les casernes, et les arguments n'étaient pas des discours, mais le tintement des pièces de monnaie. Le tremblant Claude, encore la risée de la cour la veille, gagna soudain une confiance incroyable lorsqu'il comprit le langage universel de communication avec sa nouvelle garde. L'historien antique Flavius Joseph affirme que Claude promit à chaque garde 15 000 sesterces, une somme avec laquelle un citoyen ordinaire pouvait vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Ce fut le premier cas dans l'histoire où un trône fut ouvertement acheté, comme un sac de grains au marché. Et ce précédent empoisonna à jamais l'âme de l'armée romaine. Une caste spéciale se forma au sein de la garde, dont les pouvoirs dépassaient largement la simple protection. Ces hommes en cape à capuchon, glissant dans l'ombre des couloirs impériaux, s'appelaient les speculatores. Initialement, c'étaient des éclaireurs militaires, mais sous les empereurs, ils se transformèrent en police secrète personnelle et en bourreaux, exécutant les missions les plus sales, de l'espionnage des sénateurs aux assassinats silencieux des indésirables. L'image du speculator devint l'incarnation du cauchemar nocturne pour l'élite romaine. Si vous le voyiez sur le seuil de votre maison, cela signifiait qu'il vous restait juste assez de temps pour lire votre arrêt de mort. Le système basé sur l'or fonctionna tant que le trésor était plein. En 68, lorsque l'empereur Néron perdit la raison et le soutien du peuple, les prétoriens ne cherchèrent pas à défendre celui qui avait cessé de payer. Leur préfet, Nymphidius Sabinus, désireux de se faire bien voir par le nouveau prétendant Galba, mentit à ses soldats, leur promettant un donativum encore plus généreux pour la trahison de Néron. Les gardes, ces fidèles chiens, s'écartèrent silencieusement, permettant à leur maître de se trancher la gorge dans une villa de campagne. Tacite résuma brillamment ce moment, notant que le secret de l'Empire avait été révélé. On pouvait devenir empereur non seulement à Rome, mais en tout lieu où stationnait une armée. Cependant, le nouvel empereur Galba commit une erreur fatale, oubliant à qui il avait affaire. Le vieux guerrier austère, habitué à la discipline des légions, déclara avec arrogance à la délégation de garde: « J'ai l'habitude de recruter des soldats, non de les acheter. » Cette phrase, digne des anciens héros, devint son arrêt de mort. Le silence qui suivit ces mots fut plus terrible qu'un cri. Les prétoriens comprirent que ce vieil homme menaçait leur commerce. L'amour-propre blessé se mêla à la soif de profit, créant un mélange explosif qui n'attendait qu'une étincelle. Cette étincelle fut Marcus Salvius Otho, un aristocrate ambitieux qui comprenait la psychologie des mercenaires mieux que l'honneur d'un patriote. Il ne fit pas la morale, mais trouva simplement une vingtaine de sous-officiers clés et leur remit de l'argent. Le 15 janvier 69, en plein forum romain, le cœur sacré de la ville, un détachement de prétoriens encercla la litière de Galba. L'empereur fut jeté sur le pavé, et voyant l'inévitable, il tendit la gorge au cou, comme un animal sacrificiel. Un garde de la 15e cohorte lui enfonça son épée dans le cou, puis, comme il était difficile de saisir sa tête chauve, il l'enveloppa dans un manteau
et l'apporta à Othon. Rome fut pétrifiée d'horreur. Désormais, la garde ne se contentait pas d'introniser des empereurs. Elle les assassinait en plein jour, sous les yeux du peuple, se transformant définitivement du bouclier de l'Empire en son épée de Damoclès. Le 28 mars 193 de notre ère, l'histoire de Rome atteignit son fond moral absolu. À ce moment, la garde prétorienne n'influait plus seulement sur la politique. Elle avait transformé le titre sacré d'empereur en une babiole bon marché qui pouvait être volée et revendue. La victime de cette folie fut l'empereur Pertinax, un vieil homme austère et ancien professeur de grammaire, qui commit l'erreur fatale de tenter de rétablir la véritable discipline dans l'armée. L'historien Hérodien écrit que lorsque 300 gardes firent irruption dans le palais, l'épée au clair, Pertinax ne s'en fut pas. Il sortit à leur rencontre et tenta de les ramener à la raison par un discours sur le devoir, mais les mots d'honneur rebondirent sur leurs cœurs avides, comme des flèches sur la pierre. Un coup de lance dans la poitrine interrompit sa leçon, et la tête tranchée de l'empereur, fichée sur une pique, devint le billet d'invitation à l'événement le plus honteux de l'Antiquité. Ce qui se passa ensuite, l'historien Dion Cassius, qui en fut un témoin personnel, l'appela la plus grande honte et humiliation de Rome. De retour dans leur camp avec le trophée ensanglanté, les gardes ne cherchèrent pas le plus digne. Ils montèrent simplement sur les murs de leur forteresse et annoncèrent une vente aux enchères. Lot numéro 1. L'Empire romain et le monde civilisé tout entier. Les acheteurs, 2 sénateurs fortunés, Sulpician, le beau-père de l'empereur assassiné, et Didius Julianus, avide de pouvoir. Le centre sacré du camp militaire, où étaient conservés les étendards de la Légion, le trésor régimentaire et les statues des dieux, s'appelait la Principia. C'est ce lieu, qui aurait dû être un temple de l'honneur pour le soldat, qui se transforma en un marché sordide. Sulpician, se trouvant à l'intérieur du camp, offrait aux soldats 20 000 sesterces chacun. Mais Didius Julianus, posté aux portes, le couvrait de sa voix, augmentant les enchères avec ses doigts, afin que les soldats sur les murs puissent voir la somme. Imaginez la scène. L'élite de l'armée, les défenseurs de la patrie, se penchant des murs de la forteresse, encourageant les riches qui marchandaient, comme lors d'un combat de coqs. Dans cette folie, Didius Julianus l'emporta. Il cria la somme fantastique de 25 000 sesterces par garde. Pour vous donner une idée de l'ampleur, cela équivalait à la solde d'un soldat pour 25 années de service irréprochable. Pour cette montagne d'or, il acheta un trône, mais pas le respect. Dion décrit comment le nouvel empereur fut conduit au Sénat à travers une foule de citoyens le maudissant, sous l'étroit cordon des prétoriens qui protégeaient non tant sa vie que leurs investissements. L'accord fut conclu, mais les vendeurs n'avaient pas tenu compte d'un facteur. La garantie de cette marchandise expirait plus vite qu'ils ne pouvaient dépenser l'argent. La nouvelle de l'enchère honteuse se répandit aux frontières de l'Empire plus vite que le vent, et l'effet fut comparable à un coup de foudre dans une poudrière. Les légions sur le Danube, en Syrie et en Bretagne, qui retenaient les barbares dans la boue et le froid depuis des années, entrèrent en fureur. Pendant qu'elles mouraient pour Rome, les dandys de la capitale en armure dorée vendaient leur patrie aux enchères. Le général Septime Sévère, commandant des légions pannoniennes, rassembla ses troupes et leur raconta simplement ce qui s'était passé. Le rugissement furieux de milliers de soldats aguerris fut une réponse qui fit trembler les murs de la lointaine Rome. Sévère marcha sur la capitale avec une rapidité telle que son armée semblait être une force de la nature. Il ne venait pas seulement prendre le pouvoir, il venait punir. Et là, se révéla la principale faiblesse des prétoriens. Ils avaient désappris à se battre. Des décennies de vie de cour,
d'intrigue et d'ivrognerie avait transformé les anciens combattants d'élite en policiers gâtés, capables uniquement de tuer des vieillards sans défense. Les historiens de l'époque notent avec sarcasme comment les gardes tentèrent de se souvenir de l'entraînement militaire et d'enfiler leurs armures de combat poussiéreuses, mais leurs mains tremblaient de peur. Ceux qui avaient tué 13 empereurs comprirent soudain que ce n'étaient pas des sénateurs sans défense qui approchaient des murs de la ville, mais de véritables loups de guerre, assoiffés du sang des traîtres. L'or de Julianus, qui semblait tout-puissant la veille, se transforma en un métal inutile, qui ne pouvait arrêter la tempête imminente. Un silence sinistre plana sur la plaine aux portes de Rome en juin 193. Un silence plus fort que n'importe quel cri de guerre. Pour la première fois depuis 200 ans, le prédateur se retrouvait dans la cage qu'il considérait comme sa maison. L'empereur Septime Sévère, un Africain austère dont la peau avait été endurcie par les vents de Pannonie, utilisa une ruse digne d'Ulysse. Il invita toute la garde prétorienne à une parade solennelle en tenue de cérémonie, mais sans armes, prétendument pour prêter serment au nouveau souverain. Les gardes, habitués à ce que leur loyauté soit achetée et non gagnée, arrivèrent dans de coûteuses tuniques brodées d'or, s'attendant à une nouvelle pluie de pièces. Mais au lieu du tintement de l'or, ils entendirent le cliquetis du fer. Alors que les prétoriens s'alignaient en rang serré, anticipant le festin, les légionnaires de Sévère, aguerris dans de vraies batailles et non dans des combats de salon, encerclèrent silencieusement le champ, pointant sur l'élite des milliers de lances et d'arcs tendus. L'historien antique Hérodien décrit ce moment comme une scène de rupture psychologique absolue. Les hommes qui, la veille, pouvaient forcer un sénateur à s'agenouiller d'un seul regard, comprirent soudain qu'ils étaient absolument sans défense face à la force brute des hommes du front. Sévère monta sur la tribune, non pas comme un ami, mais comme un juge, et sa voix tonna des accusations de l'assassinat de Pertinax et de la trahison de l'essence même de l'honneur militaire. Le cingulum, un lourd ceinturon de cuir avec des plaques et des pendentifs métalliques dont le cliquetis s'entendait de loin, était le symbole du statut militaire romain qui distinguait le soldat de l'esclave ou du civil. Sévère donna un ordre qui était pour le fier romain plus terrible que la peine de mort. Il ordonna aux légionnaires d'arracher les précieuses ceintures et les ornements d'argent des gardes. Ce n'était pas une simple confiscation de biens, c'était la castration publique de leur courage et de leur statut. Les chroniques historiques témoignent que de nombreux gardes pleuraient, non pas par peur de la mort, mais par l'insupportable humiliation de se tenir à moitié nus devant ceux qu'ils considéraient comme des barbares de la périphérie. L'empereur leur laissa la vie, mais les exila à 100 milles de Rome sous peine de mort. Et en regardant les silhouettes courbées s'éloigner, Rome respira librement pour la première fois, sans se douter que la bête reviendrait pour une dernière, sanglante bataille. Cependant, l'histoire n'a pas horreur du vide, et un siècle plus tard, la garde prétorienne ressuscita, mais déjà comme une bande désespérée, protégeant l'usurpateur Maxence. Le 28 octobre 312 de notre ère, le drame final se joua au pont Milvius, mettant un point final à l'existence de cette unité. Contre eux se dressa Constantin le Grand, un homme qui allait changer l'histoire du monde sous l'étendard du Christ. Maxence commit l'erreur fatale de détruire le pont de pierre sur le Tibre et de le remplacer par un pont de bateau provisoire, afin de pouvoir couper la retraite, mais il finit par couper le chemin de la vie à sa propre armée. Au centre de ce chaos, alors que les conscrits ordinaires de Maxence jetaient déjà leurs armes et se jetaient dans l'eau boueuse, les prétoriens tinrent jusqu'à la mort. Zosime, l'historien byzantin, note avec une admiration sombre que les gardes furent les seuls à ne pas reculer d'un pas.
Il comprenait que pour Constantin, ils étaient le cancer de l'Empire, et qu'il n'y aurait pas de pitié. Leurs lourdes armures, qui servaient autrefois de symboles de privilège, devinrent désormais des ancres, les entraînant au fond du Tibre, lorsque le pont de bateau s'effondra sous le poids de la foule en retraite. Les eaux du fleuve prirent une teinte pourpre, et des centaines de corps en cuirasse dorée s'enfoncèrent lentement dans la vase, emportant à jamais avec eux l'air des coups d'état de palais. Constantin entra dans Rome non pas comme un vengeur, mais comme un chirurgien retirant une gangrène. Il savait qu'une simple dissolution ne suffisait pas. Il fallait détruire le lieu même où nichait la trahison. Sa première cible fut la Castra Praetoria, cette même forteresse gigantesque construite par Sejanus 300 ans plus tôt. L'empereur ordonna non seulement de démanteler les casernes, mais de détruire physiquement le mur ouest du camp, celui tourné vers la ville, transformant la citadelle imprenable en ruine. Les données archéologiques confirment cet événement avec une précision effrayante. Nous voyons encore aujourd'hui les vestiges de ces murs qui furent brisés de manière barbare au IVe siècle, comme si une bête gigantesque avait arraché un morceau de chair de la pierre. Ce fut la fin. Ceux qui survécurent au carnage du pont Milvius furent envoyés aux frontières les plus lointaines et les plus dangereuses de l'Empire. Non pas comme des unités d'élite, mais comme des garnisons dispersées, condamnées à l'oubli. L'institution créée pour protéger un seul homme finit par en ruiner des millions et fut réduite en poussière par celui qui avait compris la leçon fondamentale du pouvoir. On ne peut faire confiance à l'épée qui change trop facilement de maître. Mais même disparus, les prétoriens laissèrent derrière eux un héritage empoisonné. Une question qui résonne à travers les siècles et que nous sommes obligés de nous poser dès maintenant en observant les centres de pouvoir modernes. Les ruines de la Castra Praetoria ne sont aujourd'hui qu'une cicatrice sur le corps de la Rome moderne, envahie par l'herbe et l'indifférence des touristes. Mais le fantôme né entre ces murs a survécu à ses créateurs pendant des millénaires. Constantin le Grand, ayant détruit physiquement la garde, fut confronté au même problème qu'Auguste. Il avait toujours besoin de protection. Il créa de nouvelles unités, appelées les Scholae. C'étaient des escadrons de cavalerie d'élite, recrutés presque exclusivement parmi les tribus germaniques. Des hommes qui parlaient à peine le latin et n'avaient aucun lien avec le Sénat romain. Ce fut une amère ironie du sort. Pour se protéger de ses propres citoyens, l'empereur de Rome fut contraint de s'entourer de ceux que ses ancêtres appelaient des barbares. Les Scholae devinrent l'incarnation vivante de la méfiance du pouvoir envers son propre peuple. Une nouvelle cage dorée qui perdura pendant des centaines d'années à Byzance, prouvant que les dictateurs changent, mais que la peur d'un coup dans le dos reste le compagnon éternel du trône. Cependant, l'héritage des prétoriens a dépassé de loin la tactique militaire, se transformant en un diagnostic politique pertinent aujourd'hui encore. Des politologues et historiens modernes, tels qu'Amos Perlmutter, ont introduit dans le discours scientifique le terme de prétorianisme. Ce mot décrit la situation où l'élite militaire ou les services spéciaux commencent à se percevoir non pas comme des serviteurs de l'État, mais comme ses seuls maîtres et juges suprêmes, ayant le droit de changer le gouvernement à leur guise. L'histoire a montré qu'une fois que les forces de sécurité prennent conscience de leur exclusivité corporative, l'État cesse pratiquement d'exister, se transformant en une base alimentaire pour les hommes armés. 13 empereurs, 13 vies écourtées non pas sur le champ de bataille, mais dans des chambres, des couloirs et des bains, par ceux qui étaient payés pour leur sécurité. Ce chiffre sonne comme un verdict pour toute la civilisation romaine. Nous avons l'habitude de penser que Rome est tombée sous les coups des barbares.
Mais les faits racontent une autre histoire. L'Empire a commencé à mourir le jour où la loyauté est devenue une marchandise avec un prix de marché. La garde, créée comme un bouclier, s'est transformée en un cancer qui dévorait les cellules saines de l'organisme jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement. Chaque pièce de monnaie versée par Claude, Julianus ou Sévère comme pot de vin aux soldats fut un clou dans le cercueil du plus grand État de l'Antiquité. À travers les siècles, ce n'est pas l'éclat de leurs armures qui nous parvient, mais la lourde odeur de la trahison, devenue un avertissement pour toute superpuissance. Les archéologues trouvent des pièces de monnaie avec les profils des empereurs assassinés. Et le métal de ces pièces semble plus froid que d'habitude, car il se souvient de la chaleur des mains des meurtriers. La grande leçon de Rome est que la sécurité absolue est une illusion, et que la tentative d'acheter la loyauté avec de l'or n'engendre qu'une avidité impossible à étancher. Au moment où le soldat commence à demander « Combien ?» et non « Où est l'ennemi ?», la bataille est déjà perdue, même si elle n'a pas encore commencé. Et maintenant, arrivé au terme de cette chronique sanglante, nous revenons à la question posée au tout début de notre parcours. Nous avons demandé qui représente la plus grande menace, l'ennemi aux portes ou le garde derrière le dos. L'histoire a donné sa réponse impitoyable. L'ennemi peut vous ôter la vie ou le territoire, mais le protecteur vénal ôte l'avenir même, détruisant le fondement de la confiance sur lequel repose la société. Les prétoriens ont disparu, leurs casernes sont détruites, leurs noms effacés. Mais la tentation qui les a perdus n'a pas quitté la nature humaine. Après tout ce qui a été entendu, alors que l'écho des sandales romaines s'estompe dans les couloirs de l'histoire, se pose la question la plus inconfortable et la plus personnelle que chacun de nous devrait poser à son reflet dans le miroir. Nous condamnons facilement l'avidité des anciens garbes, mais imaginez-vous à leur place, en cet après-midi étouffant de Rome. Si aujourd'hui, dans votre bureau ou dans votre service, quelqu'un déposait devant vous une somme équivalente à vos revenus de 25 ans, simplement pour que vous fermiez les yeux une seconde et laissiez l'injustice s'accomplir. Êtes-vous absolument certain que votre main ne se tendrait pas vers cet or? Qu'est-ce qui reste réellement en nous, êtres humains modernes, de la volonté de faire des anciens héros? Ou ne sommes-nous tous que des prétoriens qui n'ont pas encore attendu leur empereur généreux?